Vous savez comment on dit que lorsque les dictateurs se retrouvent dans une situation désespérée, ils perdent le contrôle? Eh bien, il semble que Poutine soit en train de perdre ce contrôle. Ce qu'il a tenté récemment n'est rien de moins qu'une tentative de déclencher une troisième guerre mondiale. Ce n'était pas un incident isolé. En réalité, il s'agit d'une série d'événements qui ont commencé depuis le début de la guerre et qui se sont intensifiés ces derniers jours. Passons en revue ces événements car il est crucial de comprendre ce qui se cache derrière chaque décision de la Russie. Le plus préoccupant d'entre eux est l'attaque indirecte contre le Premier ministre britannique. Il y a quelques jours, ce dernier s'est rendu en Ukraine pour rencontrer le président Zelensky et renforcer les relations entre les deux nations. Et il est clair que la Russie, et plus précisément Poutine, n'était pas satisfait de cette visite, ce qui explique l'attaque survenue pendant celle-ci. Cette visite n'était pas simplement une question de diplomatie classique, elle marquait un tournant stratégique dans le soutien international à l'Ukraine. Tout d'abord, donnons quelques détails sur le but de cette visite. Voici ce que le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lors de son discours. « Nous avons eu une excellente réunion aujourd'hui, non seulement productive mais historique, car ensemble nous avons signé un accord majeur, le tout premier de ce genre, un nouveau partenariat entre le Royaume-Uni et l'Ukraine qui reflète la grande affection qui existe entre nos deux nations. Je suis fier de parler au nom de l'ensemble du Royaume-Uni quand je dis que nous sommes avec vous, pas seulement aujourd'hui ou demain, pour cette année ou la suivante, mais pendant 100 ans, bien après que cette guerre terrible soit terminée et que l'Ukraine soit libre et prospère à nouveau. En 2025, le Royaume-Uni offrira plus de soutien militaire à l'Ukraine que jamais auparavant. Nous avons déjà engagé 3 milliards de livres pour l'aide militaire cette année et nous allons plus loin pour soutenir la ligne de front en fournissant un prêt de 2,2 milliards de livres qui ne sera pas remboursé par l'Ukraine mais à partir des intérêts sur les actifs russes gelés. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que nous fournissons 150 tubes d'artillerie pour l'Ukraine fabriqués par Sheffield Forge Masters. C'est la première fois en plus de 20 ans que ces tubes sont produits au Royaume-Uni et ils commenceront à arriver en Ukraine dans quelques semaines. Je peux également annoncer que nous livrerons un nouveau système de défense aérienne mobile nommé Grave, conçu au Royaume-Uni, cofinancé avec le Danemark, développé pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Nous continuerons à aller plus loin pour former les troupes ukrainiennes. En effet, le Royaume-Uni a annoncé qu'il fournirait en 2025 plus de soutien militaire à l'Ukraine que jamais auparavant. Un prêt de 2,2 milliards de livres sterling serait accordé. Et la somme ne serait pas remboursée directement par l'Ukraine, mais à partir des intérêts générés par les actifs russes gelés. Cela constitue une action sans précédent, utilisant les fonds russes pour soutenir l'Ukraine, ce qui évidemment n'a pas plu à Moscou. D'autre part, des systèmes de défense aériens mobiles seront envoyés en Ukraine et des formations militaires supplémentaires seront dispensées aux forces ukrainiennes. Ce soutien arrive à un moment où la Russie peine à remporter la guerre. Poutine, quant à lui, affirme que pour gagner, il souhaite voir Zelensky destitué, l'armée ukrainienne disparaître et l'Ukraine rester en dehors de l'OTAN. Mais la réalité est bien différente. L'armée russe perd plus de 1500 hommes chaque jour et ses avancées sur le terrain sont presque nulles, alors que les Ukrainiens, eux, bénéficient d'un soutien militaire croissant. Le soutien accru du Royaume-Uni n'a pas plu à la Russie. Lors de la visite du Premier ministre britannique, une attaque par drone a été lancée sur le palais présidentiel ukrainien. Heureusement, grâce au système de défense ukrainien, le drone a été intercepté avant de causer des dégâts importants. Bien que personne n'ait été blessé, cet incident s'est déroulé juste après une cérémonie officielle à Kiev, où le Premier ministre britannique et Zelensky se sont rendus. Cet acte agressif, survenu en plein cœur de la capitale ukrainienne, près d'un lieu symbolique, illustre parfaitement la posture de plus en plus provocante de la Russie. Cela pourrait signaler une intensification de la stratégie russe pour tenter de déstabiliser le moral des Ukrainiens et dissuader les nations occidentales de soutenir davantage l'Ukraine. Par ailleurs, Poutine a souvent prétendu que l'Ukraine était sous l'influence des États-Unis et non de son propre peuple, qu'il accuse de ne pas vouloir adhérer à l'OTAN. Cependant, lors d'une conférence, Zelensky a réfuté cette idée, précisant que la majorité des Ukrainiens souhaitent rejoindre l'OTAN, un fait qui n'a pas été pris en compte par Poutine dans ses discours. Zelensky a aussi mentionné que certains pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, la Slovaquie et la Hongrie, ont exprimé leur opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
La question qui se pose alors est simple. Pourquoi les États-Unis ne veulent-ils pas de l'Ukraine dans l'OTAN? Pourquoi bloquent-ils son chemin vers l'OTAN? La réponse est assez pragmatique. L'Ukraine est en guerre. Un autre pays occupe son territoire et tant qu'un pays est en guerre, il est difficile, voire impossible pour lui de rejoindre une alliance telle que l'OTAN. Cela violerait la condition essentielle de l'article 5 de l'OTAN, qui stipule qu'un membre ne peut être attaqué ou subir une escalade de conflit avec un autre pays sans que l'ensemble de l'alliance intervienne. La peur d'une escalade majeure est donc un frein pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, un frein qui, dans le contexte actuel, semble difficile à surmonter. Mais au-delà de ça, il y a un autre point que je veux aborder et ça touche à la politique des États-Unis. Comme vous l'avez déjà entendu sur cette chaîne, nous ne nous identifions ni aux démocrates ni aux républicains, car ce n'est pas là que réside la véritable question. Mais ici, il est important de souligner un aspect de la gestion de la guerre en Ukraine sous l'administration Biden. Bien sûr, les États-Unis ont été un grand soutien pour l'Ukraine en termes d'aide militaire, mais le problème avec l'administration Biden, c'était l'absence d'un objectif clair. Il ne voulait pas donner à l'Ukraine toutes les armes nécessaires pour gagner, de peur de pousser Poutine à utiliser l'option nucléaire. Cela a retardé des décisions cruciales, retardé l'envoi de missiles et des F-16, des décisions qui, selon de nombreux experts, auraient dû être prises bien plus tôt pour garantir un soutien plus direct à l'Ukraine. Le retard dans l'action a en partie été dû à Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, qui a prôné une approche plus prudente, justifiant cela par la peur d'un conflit nucléaire. Cependant, malgré cette prudence, l'Ukraine a fini par recevoir ce dont elle avait besoin, des missiles, des F-16, même si ce n'était pas directement par les États-Unis. Et pourtant, aucun missile nucléaire n'a été lancé par la Russie, ce qui prouve que la peur psychologique des armes nucléaires reste un outil de pression plus qu'une menace immédiate. Un autre aspect qui mérite d'être mentionné est l'interview récente de Joe Biden sur MSNBC, où il explique comment Poutine craignait que l'Ukraine puisse développer des armes nucléaires. Biden lui aurait assuré que l'Ukraine ne possède pas d'armes nucléaires. Ce qui est frappant ici, c'est la manière dont cette peur a été utilisée pour justifier l'inaction ou la lenteur de certaines décisions. Biden a cherché à rassurer Poutine, mais dans le même temps, il a renforcé la perception de vulnérabilité de l'Ukraine. En contraste, les Ukrainiens semblent d'un plus reconnaissant envers Donald Trump pour une raison particulière. Il a toujours eu un objectif clair, celui d'obtenir la paix en Ukraine. Bien sûr, cela signifie que si la Russie refuse de négocier, l'option serait d'armer l'Ukraine au maximum. C'est dans ce contexte que Trump pourrait faire une réelle différence, une approche plus directe et axée sur la force, avec la volonté d'imposer une paix forcée plutôt que de jouer une partie de diplomatie étouffée par la peur de la confrontation directe. En parallèle, lors de l'audition récente du secrétaire au Trésor sous Trump, il a affirmé que Trump imposerait de nouvelles sanctions sur la Russie pour forcer une paix en Ukraine. Cette approche montre l'importance des sanctions dans le contexte de cette guerre. Selon l'ancien Navy SEAL Chuck Farrer, la Russie a besoin de la paix maintenant plus que l'Ukraine, car les sanctions ont déjà porté des coups sévères à l'économie russe, et ces sanctions continuent de se resserrer chaque jour. La pression exercée par ces mesures pourrait contraindre la Russie à accepter une négociation de paix plutôt que prévue. Enfin, concernant Biden, il semble que l'objectif n'était pas vraiment de pousser la Russie à la table des négociations. Au lieu de cela, sa politique a semblé viser à maintenir un équilibre délicat, un soutien militaire suffisant pour garder l'Ukraine à flot, mais sans trop d'escalade. Ce manque de stratégie claire a entraîné des retards dans l'envoi de matériel militaire essentiel et la direction de la guerre reste floue. Ce manque de direction a retardé des actions cruciales et donné l'impression qu'il y avait un manque de leadership. Pour conclure, la situation en Ukraine est bien plus complexe que ce qu'on nous dit souvent. Le soutien militaire est essentiel, mais la gestion politique de la guerre a un impact énorme sur son issue. L'inaction, la prudence excessive et l'absence de stratégie claire ont entravé des progrès importants et ont permis à Poutine de continuer à mener son offensive malgré les pertes humaines et économiques qu'il subit. La guerre en Ukraine ne se résume pas seulement à des batailles sur le terrain, mais aussi à des décisions géopolitiques complexes qui détermineront l'avenir de la région et de la stabilité mondiale. Et vous, que pensez-vous de cela? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo, cela aide grandement la chaîne. Merci et à très bientôt.